Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo, House of the Dragon, le spin-off de Game of Thrones. On va vous parler de quelques petites théories sur la saison 3. Alors on met des petits warnings, nous n'avons pas lu les livres, donc on va vous faire des théories qui ne se basent pas sur ce qui se passe après dans les livres, donc ne vous inquiétez pas. C'est vraiment nos théories maison après avoir regardé la saison 2 de House of the Dragon et de son final qui ouvre énormément sur la saison 3, qui ouvre même trop sur la saison 3. Il y a une longue critique de l'épisode final à retrouver sur la chaîne. Pas si long on que rappelle ça. Aussi que on rappelle aussi que puisque on n'a pas envie nous d'être spoil et on n'a pas envie que les gens qui lisent les commentaires soient spoil, et ben ne spoilez pas dans les commentaires. Il y a une personne qui modère et si vous spoilez, vous serez malheureusement masqué sur la chaîne et on pourra plus jamais voir vos messages hyper intéressants. Donc ça serait quand même sacrément dommage. Alors ça va être un petit mitraillage de théories comme ça que Greg, mon cher Greg, et moi-même avons. Voilà, un peu décousu, un peu bon esprit. Juste après avoir vu cette finale de House of the Dragon saison 2, est-ce que tu veux commencer, mon cher Greg, et déjà comment vas-tu ? Bah c'est gentil de demander, tu me demandes jamais. Écoute, ça va, j'avais une semaine comme ci comme ça, mais House of the Dragon est arrivé le lundi matin, et du coup j'ai une super semaine d'un coup. Ce qui est cocasse pour une semaine compliquée vu que l'épisode a été diffusé lundi matin. Donc on est vraiment en début de semaine. Alors quelle est ta première théorie, mon cher Greg ? Alors, ma première théorie, je commence par la théorie la plus intéressante de ce qui me chauffe le plus. Ma théorie, c'est qu'en fait, on n'arrête pas de voir l'île aux faces. Donc, c'est cette île qui est avec un bois qui est juste en face de Harrenhal. On voit souvent des plans avec Harrenhal à gauche et une grande île à droite. En fait, donc, le lac plus cette île, c'est ce qu'ils appellent la zone de l'œil-dieu. Sur cette île, en fait, a eu lieu l'accord, le traité de paix du coup, des enfants de la forêt et des premiers hommes. Et du coup, il a été dépêché une unité d'élite qu'on appelle les hommes verts, qui sont parfois décrits comme des hommes boucs avec des grandes cornes et une peau parfois décrite comme verte, parfois décrite comme noire sur les histoires. Et du coup, en fait, que ces hommes boucs, on en voit un en plus dans l'épisode final, qu'ils aient un rôle de plus en plus important, c'est en tout cas ma théorie. Et j'ai l'impression que la série va aller plus du côté des enfants de la forêt que du côté des marcheurs blancs. Même si on a vu les marcheurs blancs là, dans cette saison, même si on a entendu 2 fois la chanson du sang et du feu, de n'importe quoi, de la glace et des flammes, sur la série, j'ai l'impression que comme en fait scénaristiquement il pourrait être bloqué au niveau des marcheurs blancs puisque on les a déjà vus et on sait déjà comment ils terminent dans Game of Thrones, du coup d'aller vers l'autre pan qui sont donc les enfants de la forêt, qui sont ces hommes verts, et sachant que l'histoire de cette saison 2, enfin Daemon a passé quasiment toute la saison 2 avec ses voisins de palier, à triper avec juste un des arbres au visage à côté de lui. Et si on va sur cette île, et je vois pas pourquoi Daemon n'irait pas sur cette île vu ce qui se passe, eh bien du coup on aurait plus d'informations sur ces derniers enfants de la forêt. Deuxième théorie, du coup, mon cher Kerr, c'est du côté effectivement de l'œil-dieu, du côté de l'œil-dieu. Donc on a Helaena, alors, je sais que la prononciation n'est pas parfaite, Helaena, qui dit à Aemon, tu vas mourir à l'œil-dieu. Il faut aussi rappeler que Alice a dit à notre ami Daemon qu'il allait mourir ici à Harrenhal. Donc ça fait 2 personnages à qui on dit qu'ils vont mourir à 100 mètres d'écart. En plus, pendant la grande révélation, on voit Daemon, qui on a l'impression qu'il est en train de se noyer. Et c'est vrai que j'ai un peu l'impression qu'on est en train de nous amener autour soit d'un combat à Harrenhal entre Vhagar
et à Aemon. Et Daemon, c'est quand vous les dites très rapidement et tout, c'est un vrai exercice. Et donc du coup, et Daemon, et que en fait Daemon meurt dans les eaux, donc peut-être son dragon est tué, il tombe dans les flots, il meurt, pendant que Aegon, lui, Vaegar est tué et il tombe sur l'île donc sur la zone de l'œil Dieu, sur l'île aux faces. Et du coup, parce qu'il dit, elle lui dit, tu vas être englouti par l'œil Dieu. Donc on pourrait vraiment imaginer que les deux qui sont un peu deux miroirs, hein, les deux ont des dynamiques très proches, eh bien l'un tue l'autre, l'autre tue l'un, et qu'ils se retrouvent tous les deux au fond de l'œil Dieu pour un peu clore leur arc narratif. Qu'est-ce que t'en penses, Ker ? Bah moi je pense que ça peut se passer, mais un peu différemment. Moi je vois bien à 95 ans Aemon à qui on dit roi vous allez mourir, et là qui disent ma sœur m'avait dit que j'allais mourir sur l'île de l'œil Dieu, emmenez-y-moi, et c'est là qu'il y meurt. Et Daemon pareil à 95 ans, emmenez-moi à Renal, Alice a dit que j'allais mourir là-bas. Donc non, je te rejoins, peut-être c'est potentiellement ça. Est-ce que ça va... Je sais pas, je vois pas Aemon et Daemon mourir tout de suite. Je pense qu'en plus, comme on sait que la série n'a plus que 2 saisons, le truc c'est que Game of Thrones nous a habitués à avoir des morts majeures, et que là on n'en a pas eu depuis un moment, à l'exception de Rhaenys. Donc peut-être qu'il y aura des victimes majeures dans la bataille d'Harrenhal. Il y aura d'autres batailles aussi, je ne sais pas. Moi j'ai une autre théorie, mon cher Greg, avant de parler. Moi j'en ai 2, mais là qui me viennent à l'esprit, mais j'ai envie de commencer par Otto. Donc il y a la fameuse théorie que tu évoquais dans la critique de la fin de saison, donc avec le clan des abeilles. Donc Greg rappelait que Cole tue le représentant de cette famille dans la saison 1 quand il s'énerve, qu'il prend la tête du mec, il l'éclate contre la table, pas de bol, il y a une bille, il se la prend dans le front, il est mort. Et en fait on sait que cette famille a les nerfs suite à cet assassinat, et potentiellement elle pourrait avoir pris Otto, qui est donc la théorie la plus simple et la plus évidente. Moi j'ai une autre théorie, c'est que Otto en fait n'est jamais sorti de Port-Réal, et qu'il est enfermé à Port-Réal, alors par différentes personnes, soit par Larys, tu évoquais dans par Z, la vidéo que Larys avait pu faire quelque chose en douce. Le truc c'est que j'y crois pas trop pour Larys, vu qu'il est parti avec Aegon. L'autre théorie que moi j'aime bien, c'est qu'il a été pris par les rats de Nymeria, et que ça pourrait être une carte à jouer pour Rhaenyra, qui ne le sait pas encore. Mais Otto pris par les Noirs, ça serait plutôt pas mal. Donc voilà. Et puis alors la deuxième théorie, puisque tu as parlé des enfants de la forêt, moi je me demande si la série dans les 2 saisons à venir va pas envoyer Daemon du côté de au-delà du mur, intrigué par cette vision et par ce marchand blanc qu'on n'a finalement jamais vu. Est-ce que ça va être est-ce que c'est un marchand blanc random et puis qu'on le reverra plus en dehors de cette vision, et c'est juste un warning sur ce qui va se passer après, et pourquoi est-ce qu'elle apparaît dans la vision de Daemon? Mais c'est pour que Daemon reste sur le droit chemin et qu'il se détourne de ses intérêts personnels parce qu'il a conscience qu'il y a une bataille plus importante à mener plus tard. C'est possible. Mais l'autre élément qui peut être intéressant aussi, vu qu'on sait que Martin avait dit au moment de la création de House of the Dragon que c'était l'occasion pour la série d'aborder des éléments que Goth n'avait pas voulu faire avec V.C. Benioff, de redévelopper, par exemple, on pourrait avoir une bataille Daemon contre des marchands blancs. Ça serait pas inintéressant, je trouve. Donc est-ce que ça arrivera? Je ne sais pas, mais c'est en tout cas une des théories qui est la mienne. Et puis mon autre théorie, c'est que Tyrion est un Targaryen. Ah non, ça c'était une théorie de Goth qui n'a jamais eu lieu. Enfin, qui n'a pas eu de suite dans la série, mais qu'on avait beaucoup aimé en vidéo. Autre théorie, mon cher Greg, à toi? Autre théorie, mon cher Kerr, c'est tout simplement la triarchie. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont nous trahir les Tywin Lannister à une vitesse intersidérale. J'ai peur que notre ami Velaryon soit défait par ces nombreuses flottes qui vont arriver. Parce que, en gros, sur Terre, on a vraiment l'impression
que les Noirs sont en surnombre, notamment grâce aux armées du Conflant. Mais par contre, sur les mers, Corlys, il est tout seul dans son petit bateau, quoi. Enfin, quand je dis ça, je sais qu'il a une flotte. Mais accessoirement, c'est complètement débile. Hein. Il suffirait d'un dragon qui crame toutes les voiles des bateaux et c'est plié. Hein. Exactement. Et donc du coup, le truc, c'est que on pourrait totalement imaginer que Corlys est vraiment dépassé et que son fils Alan va essayer de l'aider, puisqu'il est quand même là pour fumer des mers, hein, le dragon. Et Adam. Adam. J'ai vu qu'il a eu un œil qui a rigolé. C'est Adam qui veut fumer des mers. Voilà, tout à fait. Et donc il est là pour prendre un peu d'air marin. Et le truc, c'est que et au final, ça ne suffit pas. Il y a quand même 2 à 3 flottes contre la flotte des Vélarions. Et que, en fait, la saison, si c'est que des victoires des Noirs, ça pourrait pas aller. Donc j'imagine bien un Corlys défait et qui du coup ne peut pas tout dire à son fils Aline. Et du coup, qu'est-ce qui se passe après ? Ma théorie, c'est que du coup, la Trararchie, peut-être qu'ils essayent d'aller trop loin. Ils essayent peut-être d'aller embêter du coup Port-Réal. Pourquoi pas ? Et du coup, Rhaenyra est obligée d'aller défendre Port-Réal, même si elle n'a pas encore conquise la ville, contre la Trararchie, parce que ça m'a l'air d'être des filous, les Traiarches, comme on dit. Ils tryhardent pas mal là-bas. Ouais, moi j'ai une théorie qui rejoint un peu la tienne, mais qui est plus centrée sur Corlys, je pense. Alors, si ça arrive, parce que vraiment, dans ma tête, en plus, j'ai la scène et ça serait magique. Si ça arrive, ça serait beau. Corlys meurt, mais en mourant, il sauve Alan. Alan lui succède en tant que seigneur des marais. Ce qui est cohérent, puisque Adam, lui, ne veut pas, il est dragonnier. Alan le dit vraiment, moi je suis un mec de la mer, moi j'aime pêcher, je suis un vrai marin, j'aime le sel. Donc ça serait beau, après la discussion qu'il y a eu à la fin de la saison 2, que Alan succède à Corlys. Ouais, j'aime beaucoup cette théorie, et ça permettrait en plus à Corlys de sauver son fils. Donc de lui rendre finalement l'appareil, puisque Alan a sauvé Corlys à la fin de la saison 1, enfin entre la saison 1 et la saison 2, et ça permettrait aussi finalement d'avoir un dernier geste noble pour un fils qu'il a abandonné. Donc j'aime beaucoup cette théorie, moi. T'en penses quoi ? Je pense que c'est ce qu'il y a de plus probable, effectivement. Et puis ça fait lien avec Game of Thrones, c'est-à-dire que c'est s'ils se prennent une déculottée, que c'est un fils bâtard, sans vouloir insulter Alan, attention, qui du coup reprend la maison, ça expliquerait pourquoi les Vélarions deviennent une maison mineure au moment où on en est dans 200 ans après dans Game of Thrones. Un autre point aussi, ma théorie, elle est au niveau du coup Braavos. Je pense qu'on va voir Braavos. C'est évoqué non seulement parce que du coup Larys, il y a de l'argent, c'est évoqué aussi parce que du coup comme je l'avais dit dans la vidéo critique, on voit aussi une divinité à corps mi-humain, mi-chèvre qui est un personnage qui a corps mais qui passe par Braavos. À Braavos, la divinité de la chèvre de corps est une divinité qui est une divinité en laquelle croient les sans visage, puisque pour eux c'est un des visages de Dieu sans visage. Donc en fait, il y a pas mal de petits éléments qui nous relient à Braavos, qui potentiellement nous lient avec les hommes sans visage. Un petit assassin de l'ombre qui s'occupe de faire disparaître quelqu'un, je pense que c'est de l'ordre du possible par rapport à la roue politique qui se joue du côté de House of the Dragon. Donc moi je nous vois bien aller à Braavos et je nous vois bien parler avec les sans visage. Autre point,
On parlait de Otto qui a été capturé, donc évidemment on théorise que il a été, enfin de mon côté je théorise qu'il a été capturé par les Bixby, et on a les Autours sont pas loin des Bixby, donc on peut imaginer qu'ils vont mettre un peu de boxon, mais ils sont pas loin aussi, cette zone un peu plus loin dans le sud, à Dorne, qui n'est toujours pas apparu. Je verrais bien Dorne apparaître et essayer de faire des tentatives de harcèlement des Autours d'ici la saison prochaine. Autre petite théorie sur leur apparition. Du côté de Helena, elle a un dragon qui est important, qui est son cheveu, et on voit dans la vision que tous les dragons vont disparaître dans cette danse des dragons. Donc comment est-ce que quelqu'un qui ne participe pas au combat va avoir son dragon qui disparaît ? Je pense que Helena va apparaître à un moment, mais que peut-être elle va tirer contre son camp, ou peut-être même contre Aemon si à un moment il se retourne, puisque elle a l'air d'être une espèce de servitrice des visions. Et je pense que la seule raison pour laquelle je la verrai à d'autres dragons, c'est pour essayer de faire que les visions se réalisent, pour combattre un peu les marcheurs blancs. Autre avenir possible, et donc du coup de sacrifier son dragon dans le combat. Mais pourquoi tu dis que les dragons doivent tous périr pendant la danse des dragons ? Parce que dans la vision, en fait, on voit un amoncellement de dragons tous morts les uns après les autres. Ouais, comme dans God, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. On peut supposer qu'ils meurent à ce moment-là. Peut-être que c'est 100 ans après. Hein. Je n'en sais rien. Moi, je pense qu'ils survivent à la danse des dragons. Hein. On suppose qu'il y en a peut-être un ou deux qui survivent et qui y passent après de leur belle mort. Autre point, moi je vois bien Helena devenir de plus en plus importante et assez logiquement, en fait j'ai du mal à croire que le bois on le voit plus, parce qu'on a eu tellement de plans sur ce bois pendant cette saison 2 que j'ai du mal à croire que ce bois, donc c'est l'île de l'œil-dieu, le bois de l'île au visage, j'ai vraiment du mal à croire qu'on ne la voit plus. Et Helena, je la vois bien aller là-bas. Alors pourquoi, comment, c'est à voir. Mais je la vois. En fait, l'histoire va avancer d'une manière ou d'une autre là-bas. On a eu des plans là-bas, on a eu des habitants de là-bas qui sont venus. On a une prophétie que autour dans le lac autour de cette île, du coup, Aemon va mourir. Je ne vois pas l'histoire ne pas avancer de manière importante là-bas, et c'est pour ça que je vais supposer complètement une supposition que Helena va aller là-bas. Et est-ce que tu ne crois pas que s'il y avait une nouvelle Corneille, Helena serait pas une personne qui pourrait endosser le rôle pendant 20 ans, 30 ans ? Elle a, après tout, les mêmes visions que Bran. On ne sait pas si elle a les mêmes visions que Bran, déjà. Elle semble avoir des capacités de vision comme Bran, pour être plus précis. Ouais. Non, Helena, j'y crois pas. Moi, j'ai une autre théorie, mon cher Greg, qui est vraiment un écho au plan Alicent Rhaenyra, c'est que pour l'instant, on a une vraie opposition Père-Dragon, Port-Réal, et c'est vraiment, les positions sont ancrées. C'est les Verts à Port-Réal, les Noirs à Père-Dragon. Et avec ce que dit Alicent à Rhaenyra, c'est-à-dire, en gros, je trouve les portes de Port-Réal pendant qu'Aemond est parti à Harrenhal, et avec l'arrivée massive de troupes du côté d'Harrenhal, j'ai l'impression que le front peut changer peut se redessiner. C'est-à-dire que potentiellement les Verts pourraient être chassés de Port-Réal, avec par exemple Alicent qui resterait fausse captive, amie de Rhaenyra, à Port-Réal. Et les Verts, eux, seraient plutôt du côté d'Harrenhal, du côté des Hightower, du côté de Haut-Jardin, etc. Des nombreux alliés qu'ils ont, des Lannister aussi. C'est pas déconnant quand on regarde un petit peu ce qui a été fait dans les précédents règnes. On voit que tout n'est pas figé sur Père-Dragon et Port-Réal, et que parfois certains
rois ou prétendants rois vont aller dans d'autres cités se protéger, être protégés par des vassaux, etc. Donc c'est pas impossible. J'aime bien l'idée qu'Alicent soit du côté de Rhaenyra, peut-être jusqu'au bout, je ne sais pas. Et avec un truc qui est important, c'est que, et ça c'est en lisant les bouquins que je l'ai compris, c'est que n'est vraiment considéré roi ou reine que si reine il y a. En tout cas, dans la dynastie des Targaryens, jusqu'alors on n'a eu que des rois, c'était que il fallait que le grand maître, donc le grand septon, valide le couronnement. Donc potentiellement, si Rhaenyra est à Port-Réal et que la foi n'intervient pas, elle est toujours pas réellement reine et il y a toujours un enjeu. Et Aemon est toujours théoriquement le régent puisque le vrai roi qui a été reconnu par la foi est Aegon qui lui est en fuite. Voilà. Tu penses que c'est possible ça ou pas ? Écoute, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est effectivement, ce serait une fin un peu étrange des 7 royaumes divisés. Mais en tout cas, c'est possible. Ça serait pas la fin. Pour moi, ça serait plutôt début de saison 3. Ça serait peut-être la conséquence de l'affrontement qui se prépare. Peut-être début saison 4. Avec les Lannister et tout ça, mais pas la fin de la série. La saison 3, ça va être du conflit, là. Ça va être des explosions, du conflit. Ah bah là, je pense que jusqu'à la fin, c'est du conflit. Ça va péter, là. Le truc, c'est que... Écoute, totalement, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Moi, je me posais des questions et je voulais théoriser plutôt sur une autre possibilité. Si on imagine que les dragons meurent tous, qu'il reste que les œufs, qu'il reste que des dragons trop jeunes, que les grands dragons meurent tous dans les différents combats, ou comme Ulf se barre avec le sien, etc. En fait, les Targaryens se retrouveraient dans une situation extrêmement compliquée où d'un seul coup, ils devraient de nouveau potentiellement justifier leur royauté auprès des 7 royaumes. Ils deviendraient des seigneurs un peu comme les autres qui devraient juste utiliser de leurs armées. Et là, il pourrait y avoir un redécoupage effectivement très différent. Avec des familles, tu vois par exemple les Frey qui, eux, globalement, sont juste là pour jouer leur territoire, les Lannister qui sont juste là pour jouer leur territoire, etc. Ça redécouperait complètement, rebattrait complètement les cartes des allégeances. Et du coup, on pourrait se retrouver avec les Targaryens des Noirs et des Verts qui se mettent à faire une alliance contre les familles qui sont opposées à eux. Bah, c'est plausible, hein. De toute façon, les Lannister, les Baratheon, les Stark sont plus puissants. Alors les Stark c'est un peu à part parce qu'ils sont toujours puissants, mais les Baratheon l'étaient beaucoup. Là, on en entend beaucoup moins parler, mais les Lannister, par exemple, sont pas la deuxième famille la plus riche du royaume. Là, pour l'instant, on a bien évidemment les Targaryens en 1, les Velaryon en 2, les Hightower en 3 et potentiellement les Lannister en 4. Donc les Lannister vont gagner en puissance. Donc, mais le truc, c'est qu'il y a quand même un long moment entre House of the Dragon et Aerys le Fou, donc qui marque l'apothéose de la puissance des Lannister, parce qu'ensuite ils vont prendre le pouvoir d'abord avec les Baratheon, puis ensuite tout seul. Donc les cartes vont être rebattues, mais on sait que de toute façon à la fin d'House of the Dragon est sur le trône un ou une Targaryen ou Targaryenne. Donc du coup, en tout cas que les familles soient rebattues, oui, ça c'est pas indéniable. Oui, c'est probable. Autre théorie, le frère jumeau qui mène l'armée de Tyrion Lannister, tu sais, il a toujours des lions derrière lui. Ma théorie, c'est que les dragons ou un combat va libérer les lions et qu'il va se faire lui-même bouffer par ces lions. Ça, je l'attends, mais gros comme une maison. Tu la vois pas, cette scène ? J'aime bien cette théorie. Ah mais vraiment, à chaque fois que je vois ces lions, je suis persuadé qu'il va se faire bouffer par lui. Moi j'ai une autre théorie. La série va oublier Dorne. Encore une fois. Ah, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Autre théorie, la série va avoir envie de nous montrer des zones des os que Game of Thrones n'a pas pu montrer ou n'a pas voulu montrer.
C'est-à-dire qu'on sait que Essos est une des zones les plus mystérieuses, et c'est notamment dans le sud-est qu'il y a les ruines de Valéria. Ça, je serais pas surpris que, histoire de nous donner un petit biscuit, un petit truc sur le lore, on ait une scène où on en apprend un tout petit peu plus sur Valéria. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, c'est peut-être. Je sais pas si la série va autant s'éloigner du conflit quand même, parce que mine de rien, il reste que 2 saisons. On sait qu'il y a que 8 épisodes dans la saison 3. Potentiellement, ça va être, à mon avis, soit la même chose pour la saison 4, soit elle pourrait même être un peu plus courte. Je vais dire un truc un peu sombre, mais auquel je pense sans aucune méchanceté pour George R. R. Martin. Je pense que Martin, à son âge, sait déjà qu'il n'a pas le temps de terminer ses livres. Que du coup, là c'est une théorie de la vie réelle. Il n'a pas le temps de terminer ses livres, donc il a déjà écrit des bases pour qu'un autre auteur puisse terminer sur ce que lui a mis en place. Ce qui se fait de plus en plus dans la littérature américaine. La Roue du Temps est un exemple. Ça, c'est pour la littérature, et qu'il fait son focus en ce moment pour étendre son univers. Souvent, Martin, enfin pas souvent, mais dans des interviews marquantes, Martin a dit que pour lui, l'œuvre de Tolkien, c'est pas Le Seigneur des Anneaux, c'est le Silmarillion. Et je pense que c'est vraiment le sacerdoce de Martin, et que Martin veut essayer de développer l'univers de Game of Thrones le plus possible avant qu'il ne soit plus là. Et du coup, comment le développer ? Via les spin-offs, parce que c'est des machines quand on lance un spin-off, c'est des machines entières de personnes qui se mettent à produire du contenu, des séries, écrire du texte sur la base d'indications que lui donne. C'est de faire un recueil d'histoires, parce que c'est plus simple à écrire. C'est de faire des nouvelles, parce que c'est aussi plus court à écrire. Et du coup, je ne serais pas surpris que quand Martin dit, par exemple, là, il y a quelques semaines, il dit dans son blog que nous saurons dans les prochaines années comment est-ce que les dragons sont liés avec les chevaucheurs de dragons. Je ne serais pas surpris que ce genre de grandes révélations viennent de la série, par exemple House of the Dragon, où ça aurait du sens, puisqu'il y a eu toutes ces questions sur les graines de dragon, les descendances des bâtards des Targaryens, pourquoi les fils du Velaryon, de Corlys, alors que Corlys ne peut pas mener de dragon, pourquoi est-ce que ces deux bâtards peuvent ? Alors il y a suppositions sur sa mère, etc. Mais je ne serais pas surpris que la série nous donne des biscuits et nous fasse des révélations sur le monde de Game of Thrones qu'il n'y a pas dans les livres. Qu'en penses-tu ? Oui, c'est possible, mais vraiment, comme je disais, moi je pense ils vont quand même recentrer, puis il faut aussi quand même rappeler que si Martin était très impliqué sur House of the Dragon au début, c'est moins le cas maintenant, que il y a finalement plus que vraiment Ryan Condal qui gère vraiment le truc. Tu vois, Sapochnik est parti, Martin est plus en retrait, il commence un peu à critiquer la série ou à avoir des avis un peu plus durs avec certains choix, donc je sais pas s'ils vont vraiment aller dans ce sens-là. Honnêtement, je saurais pas te dire. Le truc, c'est que moi, tu parlais, toi, d'une saison 3 qui serait très dans le combat. Je suis d'accord avec toi, parce que de ce que les lecteurs du livre ont pu nous dire au moment de la fin de la saison 2, c'est maintenant que ça va être dingue. Ceci étant dit, c'est marrant, c'est que ça a été la même chose qui avait été dite à la fin de la saison 1. Mais là, ils peuvent plus retarder, quoi. Donc, ils ont pris beaucoup de temps. Il y a une saison 2 qui, au final, est très lente, et on est très, très quali, hein, mais on est dans l'attente d'un moment, d'un climax qui, au final, n'arrive pas, qui est gardé pour la saison 3. Donc, je suis pas sûr qu'ils vont autant aller dans du, entre guillemets, hors sujet. Et je pense qu'ils vont vraiment rester focus sur ça. Je pense qu'une autre... alors, c'est pas une théorie, c'est un truc absolument obvious, mais je pense que le personnage de Daeron, donc le fils d'Alicent, qu'on n'a pas encore vu avec son dragon bleu là dans
dans la fin dans les derniers plans de la saison 2, va être un personnage vraiment important et potentiellement mettre à mal la position d'Aemond à Port-Réal, parce que Aemond, on l'a dit et redit, il a enchaîné les bêtises, alors que quand le frère d'Alicent parle de Daeron, il en dit le plus grand bien. Et peut-être qu'on a là un prince qui est valeureux et qui va séduire le peuple, séduire aussi la cour, et de fait, c'est exactement l'inverse de ce que fait Aemond, donc potentiellement le mettre un peu en difficulté. Et sur Aemond, s'il perd Vhagar mais que lui ne meurt pas, c'est littéralement la chute du personnage, tu vois. Il est tellement Vhagar dépendant que ouais, je pense que ça peut être intéressant aussi ce développement-là. Aemond sans Vhagar. T'as d'autres théories, toi ? Ouais, autre théorie, je pense qu'une partie de la saison 3, entre les combats, ça va être sur le triangle amoureux Mysaria, Rhaenyra et Daemon. Parce que du coup, Mysaria ne porte plus du tout dans son cœur Daemon. Daemon, lui, va vouloir être en reconquête de sa femme, et sa femme, elle s'est ouverte à d'autres possibilités, quoi. Donc je pense que ça va être pas mal de sel de ces petites scènes de 2-3 minutes entre les combats qu'on va voir. J'y crois pas du tout. C'est vrai ? J'y crois pas du tout. Je pense que Mysaria, elle est pas du tout en froid avec. Elle a jamais été vraiment en froid avec Daemon. Quand elle était en colère, elle le protégeait toujours quand même. Le rapprochement avec Rhaenyra, c'est ce que je disais dans la critique du dernier épisode. Pour moi, c'était le fait d'un instant et d'une situation très particulière. Je pense pas que Rhaenyra, que Mysaria, que Daemon vont avoir du temps pour créer ce triangle amoureux là. J'y crois pas trop. Est-ce que, question là, dans les très grands personnages majeurs de la série, est-ce que t'en vois un, alors si on met une piécette, le premier qui saute, parce qu'il devrait y en avoir qui meurt là. Alors Daemon, ça serait le plus surprenant, je pense. Ce que je disais, c'est que Daemon et Aemon vont mourir. Mais en fait, je vais te poser une autre question, et c'est un peu théorique. Moi, je peux te dire un autre personnage qui pourrait mourir, qui surprendrait tout le monde. Vas-y. Rhaenyra. Parce que si Rhaenyra meurt, c'est littéralement toute la... Parce que alors, c'est pur... vraiment, j'y crois pas du tout, mais parce que je pense qu'elle va jusqu'à la fin de la série. Mais Rhaenyra meurt, ça ne met pas du tout fin à la guerre. Daemon, il voudra continuer de se battre contre les Verts. Les autres dragonniers aussi. Donc la mort de Rhaenyra ne met pas fin au conflit. La mort de Aegon ne met pas fin au conflit. La mort d'Aemond ne met pas fin au conflit. En fait, il faudrait vraiment qu'un camp soit détruit pour que le conflit s'arrête. Ma question, vraiment il dépose des armes et puis basta, quoi. Ma question est, est-ce que, j'ai de plus en plus l'impression, mais on va vite voir, que cette saison 3 va clôturer cette époque de cette année de combat du début de la danse des dragons, et Rhaenyra sera sur le trône à la fin de la saison 3, mais qu'on va faire un nouveau bond dans le temps de 10 ans, 15 ans, 20 ans, et que du coup on va voir comment Rhaenyra va gérer la succession avec Jace, et le fait que Jace pour le coup est clairement un fils de bâtard, a les cheveux noirs, alors qu'il y a Aegon et Viserys, les deux enfants qu'elle a avec Daemon, qui eux ont l'air de parfaits petits Targaryens, et avec les tensions que ça peut créer, j'ai l'impression ce qu'on est en train de voir va avoir une résolution qui est pas si longue que ça, et du coup que après ça donne des choses intéressantes. Qu'est-ce qui se passe après les combats pour Ulf? Je vois pas Ulf devenir seigneur
d'une zone. Il va foutre trop le bordel. Est-ce que à ce moment-là, Adam va vouloir une position de plus en plus importante? Enfin, en fait, j'ai l'impression que ce qui intéresse, la question qui est évidemment là tout de suite, c'est qui va gagner les combats, mais que les questions d'après, il les prépare. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, j'y crois pas pour une simple et bonne raison que lorsqu'ils nous ont présenté House of the Dragon, ils ont bien expliqué que c'était une série qui était focus sur un épisode marquant de l'histoire des Targaryens, qui était une guerre civile entre Targaryens, qui s'appelle la Danse des Dragons. Donc pour moi, ça ira. Mais regarde la saison 1 quand on saura qui a gagné. Oui, mais regarde la saison 1. Mais la saison 1 était une introduction, c'était une contextualisation. Là, on est vraiment dans la Danse des Dragons depuis la mort de Lucerys. Et en fait, pour moi, ça ira jusqu'au bout. Et Jace contre Rhaenyra. Ça, j'y crois pas, parce que s'il y a un nouveau saut dans le temps, ça veut donc dire que ça n'est plus l'épisode de la Danse des Dragons. C'est le saut dans le temps que je ne crois pas. Ok, parce qu'on pourrait imaginer que, en fait, c'est la guerre des dragons, enfin la danse des dragons, c'est une période chronologique de 30 ans où les Targaryens s'affrontaient les uns les autres jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de dragons. Peut-être, mais pour moi déjà, je vois pas pourquoi il y aurait plus de dragons. Et peut-être après, mais non, j'ai un peu de mal à y croire. Le truc qui est absolument sûr, par contre, c'est que quand ça va se terminer, il y aura la frustration de ça continue pas, quoi. Parce que peu importe qui est sur le trône, on sait que les Targaryens continuent d'être là. Et quand, tu vois, moi je lis actuellement Fire and Blood, il n'y a pas un chapitre où je me dis, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas juste adapté Fire and Blood? Tu fais 10-12 saisons dessus, hyper quali. Le règne d'Aegon, c'est génial. Le règne de Maegor, c'est génial. Le Jaehaerys, c'est génial. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui sont excellentes et où on aurait pu vraiment s'éclater. Et en plus, comme tous les règnes sont différents, on aurait vraiment eu une série qui nous proposait du contenu différent avec des personnages, des portraits qui seraient variés. On aurait pu voir grandir les dragons. On aurait pu voir les dragons passer d'un dragonnier à un autre. Enfin, ça aurait été hyper intéressant, des familles être détruites, d'autres émerger, etc. Franchement, le choix d'House of the Dragon de focus sur la Danse des Dragons, à l'époque, les lecteurs de Fire and Blood ont dit c'est une bonne idée parce que c'est vraiment un moment très marquant du bouquin, ok, très bien. Mais il y en a aussi beaucoup qui ont dit c'est dommage de ne pas avoir tout fait. Alors oui, Aegon, c'est un peu une ligne droite, mais mine de rien, la ligne droite, elle est hyper intéressante. Ensuite, les règnes suivants, c'est hyper intéressant. Enfin, déjà, on sent que Martin, en écrivant le bouquin, il s'est éclaté de ouf. Qu'il a vraiment voulu qu'on se passionne pour son contenu. Et donc, il n'a fait aucun règne, finalement, qui soit plan-plan. Et aucun règne ne se ressemble. Donc, il y a un sentiment un peu de gâchis quand même dans le fait de ne pas avoir adapté tout Fire and Blood. Question de thune ou pas, on s'en fout, la série aurait été un carton. En plus, les gens ont dit oui, c'est pas possible d'adapter Fire and Blood entièrement puisque de toute façon, le règne d'Aegon va coûter trop cher. Bah d'accord, mais ils ont annoncé une série sur Aegon, donc ils vont le faire, donc la thune ils l'auront. Donc tu vois, moi le truc qui m'intrigue aussi beaucoup sur House of the Dragon, c'est qu'à la base c'était 5 saisons, maintenant c'est 4 saisons. Qu'est-ce que ça veut dire ? Là, la news vient de tomber il y a quelques minutes, on n'a pas le recul, on n'a pas toutes les infos, il y a peut-être des explications qui vont nous être données. Le truc, c'est que, est-ce que c'est pour que le rythme soit plus péchu parce qu'ils se sont rendus compte que les gens se plaignaient du rythme de la saison 2, ce qui est vrai, beaucoup de gens se sont plaints de ce rythme-là. Mais est-ce que c'est pour ça ? Est-ce que c'est parce que les audiences sont pas là et du coup ils préfèrent passer à un projet suivant en espérant que le projet suivant cartonne ? Je sais pas, mais peut-être qu'en réduisant, ils vont augmenter le rythme et puis on va être déchaîné à chaque épisode par des trucs de fou. Il y a un vrai gros potentiel dans Fire and Blood et moi j'en suis pas du tout à la Danse des Dragons. Donc déjà, s'ils ont focus sur ça, c'est que ça doit être le truc le plus intéressant à adapter. Et tout ce qui est avant, je le trouve déjà hyper intéressant à adapter. Donc on verra ce que ça va donner. T'as d'autres théories ou on a fait le tour là pour cette Ma théorie, c'est que on va être surpris que l'histoire d'Alicent et l'histoire de Cole vont se réunir
pour avoir une espèce de vraie histoire d'amour où ils vont avoir envie de partir au loin tous les deux. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, si ça se produit, il a vraiment du pot, Cole. Et il est vraiment, il est prêt à tout lâcher. Elle est prête à tout lâcher. Ils en sont émotionnellement au même niveau. Et il suffirait juste d'un tout petit push pour que les deux se barrent et abandonnent leur poste, qui ils sont et tout. Mais c'est sûr que la suite d'Alicent est très intéressante. Là, déjà, le plan qu'elle a mis en place, est-ce que ça va se produire? Est-ce qu'elle va pas être accusée de trahison, tu vois, par ses enfants? Est-ce que ses enfants vont pas l'exécuter? Est-ce que ses enfants vont pas la bannir et l'envoyer dans un couvent? C'est possible, hein. C'est un personnage qui est très intéressant, en tout cas, je trouve. Parce que tu vois, Cole, quand on l'a revu sur le dernier épisode, un peu contre mes attentes, tu vois, parce qu'il avait trahi Alicent juste avant, on voit qu'il a gardé son foulard, qu'il en parle, qu'il garde le lien avec elle. Et du coup, une histoire d'amour un peu à la Jaime et Cersei, où en fait, les deux terminent ensemble, peut-être de manière funeste, mais terminent ensemble. Moi, je les vois bien aller sur ça, sur ces deux personnages. Et tu penses qu'il fera un plat comme Jaime et Cersei? Ah bah, au bout d'un moment, elle va peut-être avoir envie de s'aplatir face à leur tribulation. Hein. Et j'ai une autre théorie dont je suis à peu près sûr, à 95%, c'est que la Daemon, saison 3 commence par l'épisode 1. c'est que Daemon va continuer à être le pire père de la planète. C'est-à-dire que, on rappelle, Daemon, là c'est le pire père de la planète. Alors tu vas me dire qu'il y a des pères qui juste disparaissent, mais lui, donc ses deux filles, il leur adresse même pas la parole dans les couloirs, genre viteuf. Papa. Il a 2 enfants avec Rhaenyra. Il s'en fout, il n'a jamais, pendant toute la série, il n'a, je crois, jamais posé de questions d'où ils sont, qu'est-ce qui leur arrive. Il s'en fiche, mais c'est incroyable. Il est pas loin d'être... Enfin, vous allez me dire, il y a Corlys qui laisse ses 2 enfants dans la mendicité, ces 2 bâtards dans la mendicité, c'est vrai qu'ils sont pas mal, mais je trouve que Daemon, il est quand même en haut du panier, quoi. Et c'est sans parler du fait qu'il a peut-être des bâtards aussi dans quelques bordels, quoi. Alors, vu qu'on est en plein dans le jour J de fin de saison 2 de House of the Dragon, je parlais des audiences, et les audiences du final de House of the Dragon saison 2 sont excellentes, avec 8,9 millions de viewers pour HBO et Max, donc ils sont très contents. Donc, du coup, je pense que c'est pas lié aux audiences. Voilà, moi j'ai pas d'autres théories, mon cher Greg, sur la saison 3. Ils n'ont toujours pas réatteint les 10 millions qu'ils avaient annoncé de spectateurs pour le premier épisode de la saison 1 de House of the Dragon. Donc la série, alors, globalement, attention, a perdu... là c'est vraiment les premiers chiffres qui tombent. Il faut voir toutes les données sur la durée, sur les 24 heures, etc. Et c'est vrai que cette série, je trouve que comme Game of Thrones, elle a démarré lentement et elle gagnerait à gagner de l'audience au fur et à mesure, quoi. Mais bon, mais ça, c'est une théorie. C'est ce qui va se passer si la série propose des choses qui sont dingues. Hein. Ce qui a fait le succès de God, c'est que tout le monde a parlé de la mort de Ned, tout le monde a parlé ça a vraiment décollé d'un point de vue réseaux sociaux avec les Noces pourpres. Hein. Les scènes de bataille seront tellement le prétexte pour faire des épisodes incroyables qui seront partagés par tout le monde et que tout le monde a envie de regarder cette série. Et les gens diront « Ah, mais le début était un peu lent, mais continue et tout. » Mais c'est pas les batailles que les gens ont retenu de Goth. Non, mais c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis pas en train de dire que c'est des séries de batailles. Ce que je suis en train de dire, c'est que les batailles seront des prétextes pour que les gens s'échangent des moments épiques sur les réseaux sociaux pour donner envie aux gens de regarder. Ouais. Bah, on verra bien. 2026. C'est dans tellement longtemps. House of the Dragon, c'est 2026, mais pour nous, la prochaine vidéo, c'est dans seulement quelques jours. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. N'hésitez pas à mettre un pouce. Et pour cette vidéo, les copains,
C'est Open Bar Theory. Alors évidemment, si vous avez déjà lu le bouquin, vous n'avez pas le droit de participer. Mais là, c'est Open Bar Theory. J'ai hyper hâte de regarder un peu tous les jours en scrollant les théories de chacun sur la saison 3 et saison 4. On se retrouve très vite. Merci à tous les tipeurs qui permettent de faire autant de contenu l'été, malgré le fait que les revenus sur YouTube ne sont pas comme d'habitude. Merci à vous. C'est vous qui aidez autant que vous pouvez et tout, c'est extrêmement sympathique de votre part. Merci à tous ceux qui juste regardent ou partagent les vidéos et on se dit à dans quelques jours. Des bisous. Ciao ciao.